Bienvenue à tous. Ceci est la quatrième et dernière vidéo du chapitre. Je ne vais pas perdre plus de temps. Allons-y et essayons notre programme d'exemple corrigé. Maintenant, nous pouvons téléverser le code sur la carte de développement. Par défaut, le programme ne commencera pas à s'exécuter car le débogueur l'arrête au début, donc nous devons le démarrer manuellement en appuyant sur Reprendre ou sur la touche Fuite de notre clavier. Comme nous l'avons évoqué dans la première vidéo, la valeur du compteur doit s'incrémenter d'un chaque seconde. Lançons le programme et voyons si c'est bien ce qui se passe. Ça semble prometteur. Eh bien, en regardant les LED, nous sommes déçus de voir que le comptage attendu n'a pas eu lieu, mais au fil du temps, toutes les LED s'allumant, et ensuite il semble que rien ne se soit passé. C'est là que le débogage entre en jeu, car nous pouvons voir l'état de chaque variable et même exécuter le code à notre rythme, afin de parcourir le processus étape par étape, ce qui se produit autrement en un clin d'œil. Cliquez sur le bouton Réinitialiser pour arrêter le programme et le redémarrer. Avant de lancer le programme, placez un point d'arrêt à la fin de la boucle. Comme décrit précédemment, l'exécution s'arrêtera ici et à chaque cycle par la suite. Mais avant d'aller plus loin, cliquez sur l'étiquette « Ajouter de nouvelles expressions » dans l'onglet « Expressions » et saisissez le nom de notre variable, dans ce cas, compteur. Chaque fois que le programme s'arrête, vous pouvez voir la valeur actuelle de la variable compteur dans la colonne « Valeur ». Cliquez sur le bouton « Exécuteur ». La variable compteur a été définie à 1 et la LED4 est allumée, donc tout semble correct jusqu'à présent. Cliquez à nouveau sur Exécuteur. Voyons ce qui se passe. La variable counter est à 2 comme prévu, mais maintenant les LED 3 et LED 4 sont toutes les deux allumées. Cela ne nous convient plus car la valeur affichée par les LED est maintenant 3, alors que la valeur de notre variable n'est que de 2. Maintenant, cliquez à nouveau sur Exécuteur. À présent, la valeur de la variable counter est 3 et les LED 3 et LED 4 sont allumés de la même manière, ce qui signifie 3. À partir de maintenant, examinons notre programme étape par étape afin de pouvoir analyser son fonctionnement plus en détail. Pour cela, utilisons le bouton Step Over puisque nous ne voulons pas voir l'intérieur de chaque fonction pour l'instant. La valeur du compteur passe à 4 et la LED 2 s'allume, ce qui signifie en soi que la valeur est 4. Donc, en y réfléchissant, notre code fonctionne correctement dans le sens où les LED qui affichent la bonne valeur sont allumées. Le problème, c'est simplement que les autres ne sont pas éteintes. Nous avons identifié ce qui ne va pas dans notre programme. Corrigeons ce problème. Nous avons déjà créé la fonction ResetLEDs pour éteindre les LED. Il nous suffit juste de la placer. L'endroit approprié pour le faire, dans ce cas, est la ligne sans en main, C. Après cela, nous pouvons téléverser le programme modifié en appuyant sur le bouton Terminate and Relaunch. Voyons ce qui se passe. Qu'observons-nous? Tout va bien. Le circuit compte parfaitement. Eh bien, c'était notre objectif. Il semble que tout fonctionne correctement. Et tout à coup, obscurité. Quel pourrait être le problème? Avant de relancer, il vaut la peine de réfléchir à l'endroit où placer notre point d'arrêt. C'est une question tout à fait pertinente et très importante à considérer. Puisque le comptage a été effectué correctement, il est judicieux de placer le point d'arrêt à la fin, disons sur la 15e branche du switch case, afin de pouvoir passer rapidement en revue la partie du code qui fonctionne à coup sûr et continuer le débogage. Lancez le code et après s'être arrêté au point d'arrêt, commencez à avancer pas à pas. Ces 16 secondes semblent interminables. Et nous nous sommes arrêtés. Une fois que toutes les LED sont allumées, on continue d'incrémenter la valeur du compteur jusqu'à 16, puis on éteint les LED. Cependant, comme 16 correspond au cas par défaut où nous n'avons écrit aucun code, rien ne changera. Le compteur ne se réinitialisera pas, et donc les LED ne s'allumeront pas non plus. Maintenant que nous savons quel est le problème, nous pouvons le corriger simplement en réinitialisant la variable compteur à 0. Vous pouvez le faire en utilisant une instruction if après avoir incrémenté le compteur. Si la variable est 16, réglez-la sur 0, vous serez donc dans le noir pendant environ une seconde, puis les LED commenceront à compter. Jusqu'à présent, tout va bien, même si nous sommes arrivés à ce point plus tôt. Au moins, nous n'avons pas encore rencontré d'erreur. Cela n'a pas empiré. Super! Après avoir téléchargé le code modifié, nous sommes heureux de constater que notre compteur fonctionne désormais correctement.
Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas pu résoudre tous les problèmes. Le troisième projet d'exemple de ce chapitre inclut le programme corrigé. D'accord, maintenant tout fonctionne et tout est correct, mais je suis sûr que tout le monde s'est posé la question comment le microcontrôleur du circuit sait comment contrôler chaque broche. Où avons-nous configuré cela? Pour vérifier cela, nous devons examiner notre code un peu plus lentement qu'auparavant, alors recommençons. Après être entré dans le menu Debug, cliquez sur l'onglet SFR pour voir les registres du microcontrôleur. L'interface nous aide beaucoup. Par exemple, si vous survolez chaque registre avec le curseur, son nom s'affichera. Nous allons maintenant examiner le contenu du registre GPIOD qui contient les 4 broches connectées au LED. Ce qui nous intéresse, c'est l'instruction MX GPIO init. Nous pouvons examiner les détails de cela avec l'instruction Step Into ou en appuyant sur F5. Nous pouvons voir que nous sommes passés au fichier GPIO C. La configuration des broches se fait en définissant les paramètres de la structure GPIO init. Ces paramètres sont définis dans la fenêtre de configuration du périphérique, ce que nous avons déjà fait dans CubeMX lors de la création du modèle de projet. Les réglages seront appliqués par la fonction AL, GPIO, init, et la modification réelle est visible dans la fenêtre SFR. Les modifications des registres dans cet onglet sont affichées sur un fond jaune, ce qui les rend plus faciles à lire. Pourquoi les sous-valeurs 4, 5, 6 et 7 du registre GPIO de mode ont-elles changé? La réponse est assez simple. Nous configurons ces broches pour contrôler les LED. Nous pouvons le vérifier dans le fichier main. H. Ce que nous avons défini dans l'outil de configuration du périphérique sera appliqué ici. Donc la LED 4 correspond à la broche GPIO de 4, la LED 3 à la GPIO de 5, la LED 2 à la GPIO de 6 et la LED 1 à la GPIO de 7. Bien sûr, nous pouvons les désigner comme des GPIO, mais cela réduirait considérablement la lisibilité de notre code. C'est pourquoi nous avons la possibilité d'attribuer des noms. Cela se fait par nos soins dans le fichier .yoc, et le mappage est réalisé par l'environnement de développement lors de la génération du code à l'aide des directives #define. Passons au quatrième exemple de code du chapitre, qui contient un autre bug intéressant. Il diffère du précédent sur le plan fonctionnel, en ce que ici nous n'affichons pas la valeur de la variable sur les LED, mais plutôt la valeur de la puissance de 2 qui est supérieure ou égale à la variable compteur. Importez le projet comme d'habitude. Les fichiers supplémentaires nécessaires sont à nouveau LED, H et LED de C. Après les avoir importés, compilons le programme. Après la compilation, nous voyons que nous avons reçu des avertissements, mais il n'y a pas d'erreur dans le code, donc nous pouvons le charger sur le circuit. Faisons-le. Nous nous attendons à ce qu'il compte correctement. Jusqu'ici, tout va bien. Nous attendons qu'il atteigne 8, mais cela n'arrive jamais. Le fonctionnement ne correspond pas une fois de plus à nos attentes. Notre compteur ne compte que jusqu'à 7 puis recommence. Maintenant, au lieu de regarder dans le menu de débogage, il vaut la peine de consulter d'abord les avertissements donnés par l'environnement de développement. Après être sorti du mode débogage, les avertissements ne sont plus visibles dans l'onglet des problèmes et ils n'apparaîtront pas après avoir reconstruit le projet. C'est une particularité de l'environnement de développement. Pour les rendre à nouveau disponibles, faites un clic droit sur le nom du projet dans l'onglet Explorateur de projet à gauche et sélectionnez Nettoyer le projet. Cela fera en sorte que le compilateur oublie toutes les informations précédentes concernant le projet et le traite comme s'il venait d'être créé ou importé. Ainsi, lors de la reconstruction, vous verrez à nouveau les avertissements. Cela concerne les cas de la structure switch case qui sont supérieurs à 255. Quelle pourrait en être la raison? C'est clairement indiqué par le compilateur, à savoir que la valeur de chaque case dépasse la valeur maximale de la variable sur laquelle repose la logique du switch. Le type de cette variable est 28, T c'est, à dire, un entier non signé sur 8 bits. Sa valeur varie entre 0 et 255, soit 2 à la puissance 8-1, donc cela ne nous convient pas. Nous devons choisir un type capable de stocker des nombres plus grands que cela. La plus grande valeur de case est 215, donc 16, T convient déjà, puisque sa valeur maximale est 2 à la puissance 16-1. Téléversons le code modifié. Nous espérons que la valeur du compteur atteindra maintenant 8 et continuera. Et voilà. Je pense que nous avons fait du bon travail. Oui, en effet. Comme nous pouvons le voir,
le compteur fonctionne maintenant comme prévu. Nous avons compris, ce qui n'était auparavant qu'une notion théorique, qu'il vaut toujours la peine d'examiner les avertissements et de se demander s'ils peuvent provoquer des erreurs dans le fonctionnement ultérieur du code. Si nous avions abordé ce cas comme nous l'avions fait auparavant, c'est à dire en allant directement à l'interface de débogage au lieu de réfléchir à l'avertissement, nous aurions dû attendre que le programme atteigne 255, puis examiner le fonctionnement à partir de là. Il existe également une fonction supplémentaire dans le menu de débogage appelée mode pas à pas d'instruction qui permet de voir comment le code fonctionne au niveau de l'assembleur. Nous sommes ravis de constater à quel point le langage C nous facilite la création de logiciels. Non seulement nous pouvons travailler de manière plus lisible, mais nous pouvons aussi combiner le contenu de plusieurs instructions assembleurs en une seule instruction C. En raison de ces fonctionnalités, nous utilisons relativement rarement l'assembleur, et il est toujours préférable de déboguer d'abord dans le langage C, puis de descendre au niveau assembleur uniquement si nous pensons ne pas pouvoir trouver de solution en C. Pour conclure, j'aimerais aborder un dernier sujet qui invite à la réflexion. Dans le langage courant orienté informatique, nos oreilles ne sont pas encore totalement habituées au préfixe giga, qui correspond à 10 puissance 9, ou méga, qui correspond à 10 puissance 6. On les a peu être entendus une ou deux fois, mais nous nous dirigeons vers le téra, c'est à dire 10 puissance 12. Dans le monde des microcontrôleurs, cependant, nous sommes confrontés à une toute autre échelle de grandeur. Dans le coin inférieur droit de l'IDE, nous trouvons une fenêtre d'analyse de compilation dans laquelle l'étape de la région mémoire nous fournit des informations utiles. Vous pouvez voir que nous sommes dans l'ordre du kilo, c'est à dire 10 puissance 3, mais cela reste largement suffisant, puisque nous n'utilisons qu'environ 1% de la RAM dans ce cas. C'est extrêmement satisfaisant comparé au monde des PC, où le système d'exploitation utilise 30 à 40% de la mémoire sans même se poser de questions. Dans ce cas, notre microcontrôleur ne fonctionne pas avec un système d'exploitation, contrairement aux appareils sur lesquels vous regardez actuellement cette vidéo. Vous vous doutez bien que je n'aborderai pas tout cela si à l'avenir, nous ne prévoyons pas de parler des systèmes d'exploitation sur les microcontrôleurs. Nous en parlerons en détail dans les chapitres 20 et 1 et 22, mais pour l'instant, réjouissons-nous simplement de ne pas avoir à nous soucier de dépasser la mémoire du microcontrôleur. J'espère que tout le monde est arrivé à ce point du chapitre avec la certitude que si des erreurs surviennent dans les programmes, ils seront capables de les trouver et, si besoin, de les corriger avec l'aide d'Internet. Il est important de ne pas considérer les bugs comme une tragédie pendant la phase de développement et de ne pas se laisser décourager par eux. Il y aura toujours des erreurs pour tout le monde. C'est ainsi que l'on apprend et que l'on passe au niveau suivant. Comme le dit le proverbe, le code n'est jamais terminé, nous arrêtons simplement de le développer. Merci de vous joindre à nous. Le matériel écrit et les exemples de code peuvent être trouvés sur notre site web Crystal Clear Electronics 2E. Nous annonçons de nouvelles vidéos sur notre page Facebook. Assurez-vous de nous suivre. Comme toujours, passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir!